Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. On a tous déjà remarqué à quel point la vie peut être, disons, chaotique et imprévisible, n'est-ce pas? Mais ce qui est absolument fascinant, c'est de voir comment notre cerveau, cette véritable boîte noire, gère cette imprévisibilité. Aujourd'hui, en nous appuyant sur des données cliniques vraiment pointues, on va plonger dans les rouages de l'esprit humain. On va découvrir exactement comment et surtout pourquoi on réagit à l'adversité de la façon dont on le fait. Allez, c'est parti. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet. Imaginons un peu la scène. Deux personnes perdent leur emploi le même jour, dans la même boîte. C'est le même choc, le même niveau de stress objectif. Et pourtant, l'une d'elles va activer son réseau, rebondir, et peut-être même s'épanouir dans une nouvelle voie, pendant que l'autre va littéralement sombrer dans une dépression sévère. C'est fou, non? Pendant des décennies, la psychiatrie s'est arraché les cheveux sur cette question. Pourquoi deux trajectoires si opposées face au même mur? C'est ce grand mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. La clé de l'énigme, elle se trouve dans le modèle biopsychosocial écologique, ou BPSE, conceptualisé par le docteur Claude Jean Paris. Pour faire simple, c'est un véritable changement de paradigme. Au lieu de voir la souffrance comme une bête liste de symptômes, on a affaire à une approche qu'on appelle transdiagnostique. En gros, ça veut dire que nos vulnérabilités psychologiques ne sont pas des défauts de fabrication gravés dans le marbre ou une fatalité génétique. Pas du tout, ce sont des mécanismes actifs et, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont modifiables. En fait, l'individu est un système complexe, en dialogue permanent avec son environnement. Alors, voici notre plan de vol pour cette analyse. On va d'abord explorer le mystère de la réaction, puis l'architecture de la vulnérabilité. Ensuite, on ouvrira le capot pour voir les mécanismes actifs du stress, on passera au pilier de la résilience et on finira par la transformation psychologique. Première étape de notre analyse, le mystère de la réaction. L'idée centrale du modèle BPSE est super intuitive. Il faut imaginer notre esprit comme un terrain, un bout de terre quoi. Ce sol, il est modelé par notre personnalité profonde et par nos expériences d'enfance, ce qu'on mesure souvent avec le score AC. Ce terrain peut être ultra fertile ou un peu fragile, mais le truc, c'est qu'il est dormant, il fait la sieste. Et le stress de l'environnement, comme une rupture ou un licenciement, c'est juste la météo. C'est le déclencheur écologique. S'il ne pleut pas, la mauvaise herbe ne pousse pas, tout simplement. Comme le disait le psychiatre Aaron Beck, nos vulnérabilités restent bien sagement endormies jusqu'à ce que ce fameux stress vienne les réveiller en sursaut. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'architecture de la vulnérabilité. Et ça illustre brillamment à quel point nos personnalités créent des terrains radicalement différents. L'échelle DAS permet de mesurer les croyances silencieuses qu'on a tous, divisées en deux grands profils. D'un côté, on a la sociotropie ou la dépendance. Là, on parle de quelqu'un dont l'estime de soi dépend à 100% de l'amour et de l'approbation des autres. Un petit rejet, et bam, c'est la fin du monde. De l'autre côté, l'autonomie. Ici, la valeur personnelle est littéralement accrochée à la performance, au succès, au contrôle. Pour ce profil-là, c'est un échec professionnel qui va faire trembler les murs. Bref, on voit bien que le même orage n'aura absolument pas le même effet sur ces deux architectures. Gardez ce chiffre en tête, 17. C'est le nombre d'affirmations de la version courte de cette échelle, la DAS-R. C'est dingue de se dire qu'avec seulement 17 petites questions du genre « si j'échoue au boulot, est-ce que je suis un raté complet ?», les cliniciens arrivent à capter ces postulats silencieux. Et attention, ces 17 points de données ne mesurent pas juste un petit coup de blues passager. Non, ils prédisent carrément, statistiquement, de futures rechutes dépressives bien avant qu'elles ne pointent le bout de leur nez. Allez, on ouvre la boîte noire. Troisième partie, les mécanismes actifs du stress. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'emboîte étape par étape. C'est une réaction en chaîne redoutablement précise. D'abord, le déclencheur de stress environnemental frappe. Ça réveille le terrain vulnérable dont on vient de parler. Et c'est là que la machinerie d'effectuer s'emballe. Les fameuses distorsions cognitives et les stratégies d'ajustement entrent en jeu. Si ces mécanismes traitent mal l'information, une personne jusque-là en pleine forme va basculer et pouf, le tout se fige en une vraie pathologie clinique, comme une crise d'angoisse ou une dépression. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est de voir comment ces filtres déforment la réalité. On parle de catastrophisation, de penser tout ou rien, l'esprit voit tout en noir. Prenez le raisonnement émotionnel, par exemple. Des chercheurs ont épluché des données sur Twitter et devinez quoi? Ils ont découvert que les gens diagnostiqués avec une dépression utilisaient l'expression « parce que je ressens » 2,3 fois plus souvent que la moyenne. C'est énorme. Ça prouve bien cette distorsion fatale. Croire que si on ressent quelque chose de négatif, c'est que c'est une vérité objective. Ça modifie carrément la structure linguistique de la personne. Mais bon, on ne fait pas que penser, on agit aussi. L'échelle WCCR mesure justement ça, nos stratégies pour faire face, notre coping. Et là, l'opposition est super claire. D'un côté, le coping centré sur le problème. On cherche à modifier la situation par des actions concrètes. Et ça, c'est un bouclier ultra protecteur.
De l'autre côté, le coping centré sur l'émotion. On essaie juste de fuir la détresse, ou pire, on culpabilise. Et là, les données sont implacables. Cette deuxième stratégie, c'est un facteur de risque massif qui aggrave la crise et favorise la rechute. En clair, la façon dont on réagit au problème est souvent bien plus déterminante que le problème lui-même. Et si on ne freine pas cette chute, voilà où on atterrit. La triade cognitive de Beck. Je suis nul, le monde est hostile, rien ne s'améliorera jamais. Laissez ces mots résonner un instant. C'est lourd, n'est-ce pas? C'est le stade final de l'architecture pathologique. L'esprit est alors enfermé dans cette illusion totale qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais ne partez pas tout de suite. La beauté du modèle BPSE, c'est qu'il refuse de s'arrêter sur cette note tragique. Il y a un revers très lumineux à cette médaille. Ce qui nous amène à notre quatrième partie pleine d'espoir. Les piliers de la résilience. Soyons clairs, la résilience, ce n'est pas un trait de caractère magique réservé à quelques chanceux. C'est le résultat direct de médiateurs actifs, qui sont en fait des compétences qu'on peut complètement cultiver. On parle ici d'apprendre à réguler ses émotions avec souplesse, de s'appuyer sur un attachement sécure et de la mentalisation. Ça, c'est cette capacité géniale à comprendre ce qui se passe dans notre tête et dans celle des autres sans réagir de façon impulsive. Et enfin, l'autocompassion. C'est le bouclier ultime contre la honte toxique et le perfectionnisme, et ça évite de s'isoler quand ça va mal. Et pour couronner tout ça, il y a un concept absolument génial du sociologue Aaron Antonovsky, le sentiment de cohérence, ou SOC. C'est ce qu'on appelle une ressource salutogénique. En gros, c'est la capacité de regarder le chaos de la vie et de percevoir les événements comme structurés et compréhensibles. C'est avoir la conviction profonde qu'on a en nous les outils pour gérer la tempête et surtout qu'il y a un sens à s'y engager. Un SOC élevé, c'est un gilet pare-balles psychologique d'une puissance remarquable contre l'effondrement. Et nous voici à notre cinquième et dernière étape, la transformation psychologique. Donc, le point crucial à retenir, c'est ça. La pathologie n'est absolument pas une fatalité. La machinerie qu'on a vue, on peut la modifier avec des outils cliniques précis. La thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, démantèle les distorsions. L'approche ACT utilise la diffusion cognitive pour mettre les pensées toxiques à distance et se reconnecter à nos valeurs. La thérapie des schémas répare les blessures d'enfance. Et la DBT renforce notre tolérance à la détresse. C'est comme de la rénovation intérieure. L'architecture de la vulnérabilité peut littéralement être reconstruite. Pour conclure notre analyse, cette citation résume parfaitement la philosophie de nos données du jour. Chaque être humain possède en lui la capacité de transformer sa souffrance en croissance. Si on peut assouplir nos mécanismes mentaux, si on peut apprendre la résilience, eh bien ça veut dire que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse définitive. Au contraire, c'est exactement là que prend racine notre force la plus profonde, à travers la croissance post-traumatique. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre esprit a le pouvoir incroyable de transformer notre propre souffrance en sagesse, quelles autres ressources inexplorées se cachent encore, en ce moment même, dans notre propre terrain? C'est une perspective qui donne assurément envie de creuser encore plus loin l'étude de notre propre conscience, n'est-ce pas?